Utopia, mon amour. J'avais vraiment envie de dire ce titre. Ça sera signé Jérôme Pruneau. Jérôme Pruneau est là pour nous parler de réflexion. Merci Jérôme, premier fou rire à la radio. Merci. Réflexion sur les faits de société. Je te passe l'onde, Jérôme Pruneau. Bonjour, mes très chers amis. Me voici en ce deuxième jour de novembre. Toujours très honoré d'être en votre compagnie dans le bateau de Danscussion & Co. Alors le mois de novembre revêt à titre personnel des connotations particulièrement sombres et donc j'ai décidé de conjurer le sort en m'autorisant une chronique rayonnante, politiquement lumineuse, même si ça sonne un peu comme un oxymoron cette affaire-là, parce que la politique et la lumière on s'entend que c'est plutôt rare. Une chronique donc idéaliste, mieux encore utopiste, celle qui vise à imaginer, le temps accordé à cet espace de parole, un monde politiquement axé sur les arts et leurs dignes représentants, les artistes. D'où ma question du jour. Que serait une société donnée si elle était orchestrée par des règles qui seraient édictées selon une vision culturellement et artistiquement dominante ? Autrement dit, serait-il possible d'imaginer une politique globale à l'aune d'un contrat social établi sur la compréhension que l'art, en tant que médiateur culturel, voire interculturel, participe à un embellissement général de toute société et plus largement à une harmonie sociale solide ? Alors, accordons-nous le droit de rêver en récupérant les 165 milliards dispersés dans les paradis fiscaux dont nous évoquait Alix Dufresne tout à l'heure. Le ministère de l'Éducation nationale construit désormais ses programmes de mathématiques sur la base de l'architecture, enfin des maths qui servent à quelque chose, en permettant aux enfants d'appréhender le patrimoine bâti comme une œuvre d'art à réaliser pour mieux fabriquer, à partir de leur imaginaire, les villes de demain. Je suis sûr qu'on aurait des condos un peu plus sympas que des rectangles de briques. Les cours de français, eux, sont de leur côté une réflexion littéraire constante où le monde des mots se fixe dans les petits cerveaux de nos jeunes à partir, non plus d'un Becherel définitivement imbuvable, mais en fonction de poèmes et de romans coécrits en classe. La musique, orchestrée par des groupes classiques, hard rock, hip-hop ou country, n'oublions pas que nous sommes en Amérique, rythme les cours de sport quand l'anglais s'apprend pour sa part en chantant. L'histoire-géographie se dessine au gré des fusains et autres palettes de couleurs de fresques multiples collées sur les 4 murs de la classe, et l'éthique et culture religieuse se comprennent par une pièce de théâtre, elle aussi coécrite entre le professeur et ses élèves, ce qui, pour comprendre des sujets comme le climat ou les différentes religions, est davantage incarné, donc mieux assimilé par nos garnements. Chaque professeur travaille d'ailleurs étroitement en duo avec un artiste en fonction des choix pédagogiques artistiquement assumés et déterminés. Côté ministère de la Santé, grand changement. Les hôpitaux deviennent eux aussi les œuvres d'artistes en art visuel qui redonnent par leurs traces colorées en mural extérieur ou en fresque intérieure une envie de vivre aux malades, ceux-là même qui aujourd'hui s'éteignent un peu plus juste par le fait d'y entrer à l'hôpital. Les nez rouges des docteurs clowns foisonnent dans chaque chambre et la musique est en libre service dans un casque déposé à chaque tête de lit. Classique, douce ou fortissima au choix. Tous les malades ressortent avec des ordonnances d'art-thérapie ou pour visiter des musées. Convalescence accordée financièrement par les médecins spécialistes, et oui, qui ont renoncé à toucher plus de 300 000 $ par an au lieu des 400 ou 500 000 actuels. Leur serment d'Hippocrate a pesé dans la balance pour cette décision en acceptant réellement l'idée que l'art est médicalement porteur de bien-être. Le ministère des Transports a développé pour son réseau de transport collectif des accords avec les artistes en art visuel. Toutes les stations de métro sont embellies et deviennent des galeries d'art. Les abribus actuels, enfin quand ils existent, sont tous transformés en installations artistiques suivant un cahier des charges précis pour le confort des usagers. Exit les rectangles plexiglas financés par Québecor qui en profite pour mettre sa pub dessus. Désormais, autant d'abribus que d'installations uniques transformant un paysage urbain défini par la rupture et non plus par le conformisme. Un appel d'offres est lancé tous les 4 ans pour qu'il soit renouvelé. Sur les autoroutes, les relais routiers sont repérables par les sculptures géantes d'art public qui invitent à s'y arrêter prendre une vraie pause sans forcément consommer un Tim Hortons. Au lieu de cela, une salle de danse, et oui, y est systématiquement ouverte avec des classes proposées aux voyageurs, qu'elles soient de danse contemporaine, de hip-hop, traditionnel ou de salon, pourquoi pas. Les corps en mouvement détendent les conducteurs assis depuis longtemps dans leur véhicule, surtout les camionneurs, davantage tournés, il est vrai, vers les classes de 7 carrés que celles de balai.
Il en faut pour tous les goûts, ce qui tombe bien puisque tous les goûts sont dans la nature, dirait l'autre. Alors, au niveau des secteurs administratifs de chaque ministère, les fonctionnaires ont droit à de nombreuses classes artistiques à toute heure de la journée en fonction des rythmes de chacun, bien sûr. De nombreux artistes sont eux-mêmes fonctionnaires, et oui, ceux qui leur assurent de quoi vivre correctement, pour dispenser ces séances d'apprentissage de l'art qui, dans certains cas, au regard des aptitudes cachées de certains fonctionnaires, font émerger même de nouveaux talents. Mais les passerelles étant facilitées, ces nouveaux talents peuvent désormais facilement être mutés pour devenir eux-mêmes artistes fonctionnaires après une cérémonie commémorée par un ou une maître artiste. Ici, pas de concours, pas de notation. Les systèmes d'évaluation sont bannis pour être remplacés par des rites de passage célébrés avec leur consentement et leur pratique par nos frères et sœurs artistes des nations autochtones dont on comprend combien leur structure sociale est plus juste et équitable que nos principes hiérarchiques et pyramidaux. D'ailleurs, à l'école comme dans toute autre institution gouvernementale, le cercle de la cosmogonie autochtone est privilégié à la structure du rang, trop contraignante et irresponsable pour une transmission de connaissances adéquate, équitable et véritablement transformative. Les entreprises privées peuvent également créer les postes d'artistes professionnels grâce à des crédits d'impôt pour toutes sortes d'activités. Au niveau médiatique, alors là, la moitié des émissions doivent intégrer du contenu artistique et culturel, considérant cette dimension comme essentielle dans la façon de regarder le monde. L'information sensationnaliste, factuelle et dite d'actualité est délaissée au profit d'un travail d'investigation de réels enjeux sociaux et sociétaux. Les émissions à vocation de divertissement de masse, comme les sempiternels jeux de poules aux œufs d'or ou de valises truffées de cash, qui ont pour effet d'anesthésier la population dans le confort sous forme d'un contrôle social en homogénéisant les expériences de divertissement, sont eux aussi délaissés. La commercialisation des traits esthétiques et la banalisation des contenus à la sauce Disneyland sont remplacés par des émissions qui incitent à l'éveil des consciences que suscitent les activités artistiques engagées. Dans cette démarche de changement structurel, les journalistes sont épaulés par des artistes recherchistes qui, en processus constant de recherche et création, produisent des contenus et participent activement aux mises en scène des émissions. De nombreuses réalisatrices équitables, metteurs en scène et comédiens ou comédiennes sont embauchés. D'ailleurs, les budgets des émissions sont augmentés pour accueillir des performances en direct, ce qui ne se fait plus, ou pour faire renaître par exemple la production télévisuelle de Radio-Canada, aujourd'hui sous-traitée simplement à des fins de profit financé. Tiens donc. Les maisons des aînés, enfin, pour leur part, ont des programmations annuelles spéciales mises sur pied par des collectifs d'artistes afin de contrer l'isolement de nos mémoires vivantes. Leur est offert ici la possibilité de voir des spectacles ou de créer lors d'ateliers pensés à leur endroit des œuvres qui parlent de leur réalité. Eh bien, constat incroyable, c'est que ces programmes augmentent en très peu de temps leur espérance de vie. On est proche du miracle. Alors, vous l'aurez compris, cette autre société faite d'art et de culture que je viens de vous décrire pourrait être tirée d'un roman dont le titre évocateur serait probablement « Utopia, mon amour ». Mais que voulez-vous, j'avais envie de soleil en ce début novembre parce que d'habitude, j'attaque plutôt ce mois-là en fredonnant du Dédé Fortin. Je te dis qu'à soir, dans mon petit cœur, il fait frais. Allez à Jacques Taest, à tout bientôt. Merci pour ce petit rayon de soleil, Jérôme. Restez à l'écoute sur Danscussion & Co sur choc.ca.